On entend souvent le terme séparation des pouvoirs. Qu'est-ce que ça signifie dans le monde? La séparation des pouvoirs, c'est ce qui distingue, je vous dirais, une démocratie sérieuse d'une démocratie de façade. Lord Acton a déjà dit ceci, puis écoutez comme c'est beau. Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Pensez-y. Si vous n'avez pas de séparation des pouvoirs, vous allez être coincé. Là. Ça veut dire que vous déléguez tous les pouvoirs, l'ensemble des pouvoirs possibles dans les mains, probablement, peut-être pas d'une seule personne, mais du moins d'une seule entité. Alors, ça vient d'où, le concept de séparation des pouvoirs? Quand je pose la question aux étudiants, je dis, faites attention avant de répondre, vous allez probablement tomber dans le piège. Et souvent, effectivement, le piège est bien rempli. Ceci dit, je ne les blâme pas parce qu'on a toujours présenté Montesquieu, ce fantastique penseur français, comme étant l'idéateur de la séparation des pouvoirs. C'est pas tout à fait juste. En fait, c'est plutôt John Locke dans son célèbre essai Second Treatise of Government qui a imaginé la première fois ou à peu près la question relative à la séparation des pouvoirs. D'autres penseurs l'avaient effleuré encore moins que Locke, mais je vous dirais que Locke, c'est vraiment celui qui a fait le botté d'envoi à cet effet-là. Et Montesquieu, qui, je le répète, est un archibrillant de chez brillant, a repris essentiellement l'idée pour la pousser plus loin. Bref, quelle est-elle, cette idée-là? Elle sert à quoi? Comme je l'expliquais tout à l'heure, on veut empêcher qu'une seule personne ou une seule entité jouisse de tous les pouvoirs. Pourquoi? Ben parce que justement, si le pouvoir corrompt, imaginez le pouvoir absolu. Au Canada et aux États-Unis, de façon différente, et puis dans la plupart des démocraties, en fait, dans la totalité des démocraties occidentales, on adopte donc une séparation des pouvoirs qui permet de distinguer trois types de pouvoirs. Le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Le législatif, c'est quoi? C'est le pouvoir de faire des lois. Hein? Par exemple, si je prends le volet québécois, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est 125 députés qui votent un projet de loi après en avoir discuté en première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, après avoir très, très fréquemment, pour pas dire tout le temps, vu des amendements s'ajouter, s'être gratté la tête en commission parlementaire, faire venir des experts, notamment sur la question de nous dire adoptez pas tel article, ça va mal finir, il y a des effets pervers. Bon, mais souvent le gouvernement en place décide de ne pas écouter les experts, puis on voit ce que ça donne. Mais bref, vous voyez, ça c'est le processus législatif, on y reviendra éventuellement plus en détail dans d'autres capsules, parce que c'est quelque chose de très, très riche. Mais pour tout de suite, vous voyez ce que je veux dire. Le législatif adopte des lois. Sur les 125 députés, bien évidemment, il y a plus qu'un parti, puis on se le souhaite, parce qu'il y avait un seul parti, on aurait un sacré problème, on n'appellerait plus nécessairement ça une démocratie. Alors, le législatif adopte des lois. Il y a, par exemple, au Québec, un gouvernement qui est majoritaire. Qu'est-ce que c'est majoritaire? Vous avez plus que la moitié des sièges disponibles sur 125. Vous êtes donc un gouvernement, je le répète, qui est majoritaire, mais dans notre système parlementaire de Westminster, qui est le système britannique, c'est un copier-coller, ou à peu près, fait donc en sorte donc que le gouvernement majoritaire doit quand même siéger en chambre. Okay, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas le gouvernement, par exemple, c'est pas François Legault qui adopte des lois. On entend ça parfois dans les médias, les oreilles me cillent. Le gouvernement n'adopte pas de loi. C'est le Parlement, donc c'est l'Assemblée nationale ici qui adopte ou non une loi. Cela dit, le gouvernement Legault, par exemple, ou n'importe quel autre gouvernement, fait en sorte de déposer des projets de loi. Souvent, c'est, pour pas dire tout le temps, c'est le ministre en charge, le ministre, je sais pas, du Travail qui dépose un projet de loi. On en discute, lecture 1, 2, 3, et on adopte ou on n'adopte pas. Mais qui adopte? C'est pas le gouvernement, c'est encore moins le ministre, mais c'est l'Assemblée nationale. Là, vous allez me dire, oui, mais si c'est un gouvernement majoritaire, comment l'opposition peut-elle faire pour empêcher l'adoption du projet de loi? Excellente réflexion.
Ce qui fait donc en sorte que parfois, dans le système britannique de Westminster, on peut dire que si tu es un gouvernement majoritaire, tu contrôles aussi le législatif. Et c'est techniquement tout à fait vrai. D'accord? Alors ça, c'est pour le législatif. L'exécutif, j'en ai déjà parlé, c'est quoi? Ben, c'est le gouvernement. Hein? C'est le parti qui, au Canada, au Québec, aura obtenu, en théorie, le plus de sièges. Pourquoi je dis en théorie? Parce qu'il peut y avoir un gouverneur général ou un lieutenant-gouverneur qui décide d'user de son influence, dépendamment que si les partis d'opposition décident de s'allier, là, mais c'est des cas ultra méga exceptionnels, là, je ne perdrai pas de temps là-dessus pour tout de suite. Mais pour vous dire quoi? Pour vous dire que le gouvernement, donc, est le parti qui a obtenu le plus de sièges, il dépose des projets de loi, mais aussi il gouverne au quotidien. Hein. Il peut, par exemple, adopter des décrets pour dire, bon, ben, c'est comme ça que ça va se passer ici. Des règlements, même chose. Encore faut-il que ces décrets et ces règlements soient envisagés, soient permis dans une loi qui sera adoptée. La loi délègue au gouvernement, donc à l'exécutif, la possibilité de faire un règlement sur telle affaire. Mais toujours est-il que ça prend une loi pour venir chapeauter le règlement. Vous allez dire, oui, mais OK, ça sert à quoi à ce moment-là d'avoir des règlements si on est obligé d'avoir une loi? Ben, c'est que la loi souvent adopte des paramètres généraux dans lesquels l'exécutif, notamment par exemple un ministère, peut adopter tel ou tel règlement. Bref. Donc, un gouvernement, ça adopte des décrets, ça adopte des règlements, ça gouverne au quotidien, ça fait ce que ça a à faire en matière d'éducation, ou ça fait ce que ça n'a pas, ou ça ne fait pas ce que ça aurait à faire, mais ça, c'est une autre affaire. En matière de santé, c'est le ministre de la Santé qui décide et le Conseil du Trésor si on rénove tel ou tel hôpital. Bref, ça, ce n'est pas du législatif, c'est de l'exécutif, c'est du quotidien, c'est de la gestion courante. Le judiciaire, maintenant, qui est le troisième pouvoir. Vous avez compris que si on dit que l'exécutif contrôle le législatif lorsqu'il est majoritaire, ça fait donc en sorte que les partis d'opposition qui peuvent critiquer en Chambre, qui peuvent suggérer des amendements, qui peuvent être très constructifs ou très virulents, ben, ils n'ont pas un pouvoir absolu, là. Au contraire, c'est un pouvoir d'influence, un pouvoir de persuasion, un pouvoir de proposition constructive, mais sans plus. Le pouvoir judiciaire est celui qui est le plus important, pas plus important que le législatif et l'exécutif, mais le plus important pour faire opposition aux deux autres. C'est ce qu'on appelle le chien de garde, le garde-fou. C'est le pouvoir judiciaire qui va évaluer si le gouvernement triche. Par exemple, si le gouvernement a bien respecté la loi habilitante dont je vous parlais tout à l'heure, ça c'est du droit administratif. Si le gouvernement respecte la charte québécoise, si le gouvernement respecte, je sais pas moi, ce que vous voulez qui aura été convenu justement de façon plus générale, par exemple à travers une loi adoptée en bonne et due forme. Donc, sans pouvoir judiciaire, disons-le, vous ne vivez pas en démocratie. Prenez juste l'exemple québécois. Au moment où j'enregistre cette petite capsule, le gouvernement Legault est majoritaire et de loin. Les partis d'opposition peuvent, je le répète, faire des propositions constructives, peuvent critiquer, peuvent le planter, peuvent aller dans les médias, crier au loup, faire ce qu'ils veulent. Reste que le pouvoir exécutif détient tous les leviers importants pour faire ce qu'il souhaite faire. Le seul obstacle à ça sera le pouvoir judiciaire. Ce qui amène la question suivante. Qu'est-ce qu'il en est de la disposition dérogatoire qui, en matière de charte, non pas en matière de partage des compétences, mais en matière de charte, fait en sorte que la loi, que le don adopté par le législatif, peut suspendre temporairement des droits prévus à la Charte canadienne et à la Charte québécoise, ce qui veut donc dire que la dérogatoire efface le garde-fou, efface la possibilité pour la Cour d'agir comme chien de garde. On en parlera éventuellement et je vous parlerai une prochaine fois aussi, ça fait beaucoup de choses à parler éventuellement, on va être occupé, de ce qu'il en est en matière de séparation des pouvoirs aux États-Unis, mais je vous mets peut-être l'eau à la bouche en vous disant ceci. Ce que je vous ai dit par rapport au Québec, ça s'applique évidemment à l'échelle fédérale, à Ottawa. Or, politiquement parlant, de façon interne, de façon droit constitutionnel canadien,
le premier ministre du Canada à l'interne a plus de pouvoir que le président des États-Unis.